nous avons hérité d'un système jacobin. Et si vous regardez dans le fond, quel était le rôle de l'Église? Le rôle de l'Église, c'était de tromper les populations, au début. Qu'est-ce qu'on disait? Faut leur apprendre. Quelqu'un disait, ne leur apprenez pas. Ils connaissent déjà Dieu en tout état de cause. Dites-leur, apprenez-leur plutôt, heureux ceux qui sont pauvres, car le royaume des cieux est avec eux. Alors, nous avons donc, dans notre pays, si vous prenez le clergé globalement, si vous allez à l'intérieur du clergé, vous allez comprendre que les grands fémans se trouvent à l'église. C'est des pasteurs, c'est des prêtres. Vous ne pouvez pas demander aux gens comme ça, qui ont perdu leur dignité à un certain moment donné, de vous venir en aide. Parce que, comme disait le pasteur, c'est que le pasteur Toumi disait. C'est que le pasteur Toumi disait, c'est tout simplement parce que il était dépassé par les événements. Le cardinal. Non, même si vous êtes cardinal, vous êtes d'abord un pasteur. Vous êtes un pasteur. C'est que le pasteur Toumi disait, c'était parce qu'il était dépassé. Et si vous êtes donc quelqu'un comme ça, vous avez des troupeaux, et que vous avez mal dirigé vos troupeaux, à qui la faute? C'est à vous la faute. Dieu ne descendra pas du ciel pour venir vous dire, vraiment, vous avez mal fait. Non. Si vous êtes un père et que vous avez mal élevé votre enfant, il devient un bandit. À qui la faute? C'est vous la faute. Alors, ça veut dire que nous sommes donc dans un pays, nous n'avons vraiment pas besoin du clergé. Parce que nous sommes des bantous. Si nous nous réapproprions notre culture fondamentalement, M. Biya s'en va. Est-ce que vous savez que dans les années 82, quand Biya prend le pouvoir, il fait le tour du Cameroun. Il est introduit par toutes les traditions de ce pays. Il va chez les Sawa, il va à l'ouest, il va à l'est, il va dans le centre, dans toutes les tribus. Et il va faire quoi? Là, il va prendre la force spirituelle que la tradition avait. C'est l'une des choses qui fait à ce qu'il perdit au pouvoir aujourd'hui. C'est difficile quand je m'exprime comme ça, parce que pour ceux qui me connaissent, ils vont dire, waouh, comment il peut dire ça? Pourquoi? Parce que moi, j'ai grandi dans le clergé. Je sais ce que c'est que le clergé. Je suis fils de pasteur, je sais ce que c'est que le clergé. Alors, je le parle en conséquence de cause. Alors, c'est pour que les gens comprennent. Quand je comprends une association qui s'adresse au clergé, à l'intérieur du clergé, c'est pourri. Vous ne pouvez pas vous adresser aux gens qui n'arrivent pas à arranger leur propre maison. Donc pour vous, ils ne devraient pas s'adresser au clergé, mais insister sur le pouvoir traditionnel, l'autorité traditionnelle. Exactement. Vous n'allez pas vous rendre compte. Tous ceux qui vivent dans ce pays, chacun, quand il a des situations, il ne va pas à l'église. Il retourne vers sa culture. Vous voyez que chez les Sawa, ils ont quand même une tradition. Chaque mois de décembre, on fait le ngondo. Quand vous êtes un vrai Sawa, vous ne pouvez pas manger ngondo. C'est un rituel. Chez les autres tribus, c'est la même chose. Vous allez demander aux gens qui sont venus vous imposer les cultures de vous aider. Vous croyez que les Africains ont besoin de la chrétienté? Mais c'est quoi cette histoire? Ces gens qui sont venus dans notre pays, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont dépossédés de notre culture. On a dépossédé les Camerounais de leur culture. On a fait comprendre aux Camerounais qu'on n'a pas le droit de faire ci ou ça. Et pour ceux qui ont même essayé de revendiquer, je vais raconter une anecdote. L'une des premières personnes qui a essayé de revendiquer que vous ne pouvez pas venir dans notre pays imposer cette culture-là et que nous acceptons totalement, c'était le pasteur Adolphe Loti-Nassamé. Quel est le cadeau qu'on lui a donné? On l'a foutu en prison. C'est des réalités historiques. Alors, vous ne pouvez pas aller demander au clergé de venir vous aider. Non. Depuis 1955, le clergé a toujours soutenu ce régime. Il dit depuis 1955, le clergé a toujours soutenu ce régime. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont faire volte-face. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est de la démagogie. C'est de la démagogie. Il faut que les Camerounais le sachent. Parce qu'en principe, si on pouvait se rendre compte, si les gens pouvaient suivre simplement, tout simplement, le conseil des clergés, mais Biya serait battu à plate couture. Tous ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui, c'est des gens qui ont fréquenté dans les écoles conventionnelles de l'église catholique romaine, de l'église protestante, de l'église évangélique et de l'église tout court. La majorité d'entre eux ont suivi cette formation-là. Pourquoi ils sont aussi dangereux? Dangereux pour l'économie d'un pays. Les détourneurs de fonds, c'est eux. Et
Qu'est-ce que vous voyez à la fin? Mais Clément Jo, ceux dont vous parlez représentent une minorité, ils ne représentent pas tous les Camerounais. Si je reprends les propos de Luc Perry-Wandi tout à l'heure, qui essayait de justifier le choix de la cible, hein, les autorités traditionnelles et le clergé, il a dit que ces deux ont la responsabilité sur les consciences des uns et des autres. Dans le sens où l'autorité traditionnelle gère sa population à l'église ou dans les chapelles, les pasteurs, les prêtres s'adressent aux Camerounais, s'adressent aux fidèles. Vous disiez tout à l'heure, Majesté et Sombé, que il y a un communiqué. Pour le cas des chefs Sawa, il y a quand même des communiqués qui sont régulièrement publiés, partagés pour interpeller les uns et les autres. Est-ce que les communiqués, hein, les textes suffisent? Est-ce que c'est suffisant? Et qui les lit même d'ailleurs? Vous avez dit tout à l'heure que chacun doit faire sa part. Oui. C'est un moyen de communication, un moyen pour atteindre la population. Mais je souhaiterais qu'on parle beaucoup plus du communiqué de nos compatriotes parce que je partage un peu la position du copanéliste sur l'Église en général. Mais je dois reconnaître qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, elle a une certaine influence. Et en cela, le choix de nos compatriotes, moi je trouve qu'il est judicieux parce qu'on ne peut pas refuser que tous les dimanches, des milliers de Camerounais vont écouter leurs prêtres et leurs pasteurs. Alors si on peut se servir de ce levier-là, c'est pas mauvais. Maintenant qu'on aime l'Église ou pas, je voudrais pas qu'on rentre là-dedans parce que c'est moi aussi, j'ai aussi des choses à dire contre l'Église. Ce sera un autre débat. Que le pasteur aura des choses à dire contre la tradition. Donc, mais restons sur la correspondance. Je voudrais dire ceci. J'espère que les téléspectateurs ont bien compris. Et les auditeurs. Et les auditeurs ont bien compris que nous militons pour une élection, pour revenir au sujet, inclusive. Que tout le monde y soit. Et nous disons qu'on ne se focalise pas sur le droit. On a vu comment le débat sur le mandat impératif nous a pris beaucoup de temps. Je pense qu'il faut une décision politique pour mettre tout le monde là-dedans. Moi, je me serais attendu à ce que les signataires de, je sais pas si il faut l'appeler pétition ou cette lettre, focalisent leur attention sur deux choses. Vous savez, le candidat président, bien, il est déjà candidat. Lui demander de se retirer, je pense que ça relève du rêve. Il faut que le camp d'en face s'organise. À titre personnel, j'aurais pas souhaité sa candidature, je lui dis, je l'assume. À titre personnel. Parce que il a un certain âge et en tant qu'autorité traditionnelle, ce que je suis, on a du respect quand on est arrivé à un certain niveau. Et le voir rentrer dans une bataille avec des gens qui ne sont pas de sa génération, qui n'ont peut-être pas les mêmes principes, ça me gêne un peu. J'aurais souhaité qu'il soit protégé en ce retirant, il garde l'image du père. L'Africain aime bien ça, hein. Vous avez tout le monde, c'est papa, maman. Il a un peu cette image. On ne peut pas enlever le fait qu'il ait un certain niveau de sympathie au niveau des Camerounais. C'est pour ça que j'aurais pas souhaité, parce que malheureusement, à cet âge-là, et puis j'aurais aussi souhaité que mon pays puisse être fier de dire, nous avons l'actuel président et nous avons le précédent. Des pays, vous voyez, ça flatte un peu l'ego. Il y a des pays qui disent les deux anciens sont encore en vie. Mais nous aussi, je voulais ça pour mon pays. Maintenant c'est fait, il est candidat, il faut y aller. Pourquoi cette position, vous ne la partagez pas ouvertement? Pourquoi les chefs traditionnels ne la partagent pas ouvertement? On imagine que c'est peut-être ce à quoi s'attend le collectif, le mouvement Cameroun is back, que les chefs traditionnels disent OK, à cet âge-ci, le président de la République devrait normalement... Parce que, non, pas parce qu'on ne peut pas, parce que c'est pas la bonne méthode. Permettez-moi. Bon, alors ne devenons pas injurieux, ne devenons pas déplaisants. Tout simplement parce que... Non, Monsieur Jou, permettez qu'il termine. Monsieur Jou, permettez qu'il termine. Qui n'a absolument rien à voir. Si vous le dites comme ça, si vous dites parce que les chefs ont une allocation, ils ne peuvent rien dire, alors aucun Camerounais, des milliers d'électeurs, combien émargent au niveau de l'État. N'apportez pas des arguments qui vont nous distraire. Le problème est que ça ne se passe pas comme ça. J'ai dit au début, à mon propos liminaire, que M. Biya a juridiquement tout pour se présenter. Si on veut qu'il se retire, on négocie. Et là, on négocie en respectant les gens. Il ne faut pas humilier. Le problème qui se passe aujourd'hui, vous avez vu tout à l'heure, on lance une vanne, parce que les Camerounais aiment le pugilat.
il faut insulter, il faut... Quand les gens sont devant la télé, ils regardent les panélistes. Il y a des panélistes qui sont réputés pour aimer le pugilat, alors quelqu'un s'installe, ben il dit ça va chauffer. Non. Si vous voulez que quelqu'un qui légalement peut se présenter, vous voulez qu'il se retire, vous négociez. Il y a des démarches, c'est pas des déclarations publiques, parce que là vous heurtez sa sensibilité. Donc on aurait dû faire certaines démarches avant. Maintenant qu'il a acté sa candidature, il faut passer à une autre étape. Vous ne pouvez pas penser, sinon ça va ressembler à une espèce d'humiliation et vous allez braquer les gens. On aurait dû le faire avant, c'est perdu, allons à l'étape suivante. L'étape suivante maintenant, c'est que comme il est candidat, il faut que le camp d'en face s'organise. Beaucoup ne voulaient pas sa candidature. J'ai dit que j'en suis, pas tellement contre lui, mais pour l'équipe qui l'entoure. Je me serais attendu que dans cette déclaration, il y ait deux éléments. Que nos compatriotes mobilisent les Camerounais, pas dans la rue, mais avec des pétitions, etc., pour que l'élection soit inclusive. Et quand je dis inclusive, c'est les deux principaux acteurs. Il y en a qui sont déjà admis, mais j'ajoute celui qui manque là-dedans, c'est Maurice Kamto, pour qu'il milite dans ce sens-là, qu'on concentre les efforts, pendant que les juristes sont devant le Conseil constitutionnel, que les Camerounais fassent des pétitions, etc. Et après qu'ils disent à tous ceux qui sont en face, parce qu'il y a 13 actuellement, donc c'est 1 contre 12. Oui. Nous espérons qu'il y aura un 14e. Mais qui disent donc à tous les autres, unissez-vous et allez-y ensemble. Voilà là où il faut concentrer les efforts. Parce que dire, il faut pas que, l'auditeur tout à l'heure, le compatriote a dit, pour sauver le Cameroun, il faut pas que M. Biya se présente. Qu'est-ce qui est derrière? Ça veut dire que pour eux, Biya candidat, ça veut dire Biya déclaré vainqueur. C'est ce que ça veut dire. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas qu'il enlève. Moi, je dis non. Parce que si vous utilisez cet argument, vous justifiez l'argument du camp d'en face qui dit « Ah, quant au candidat, quant au vainqueur ». C'est en fait la même logique. Vous voulez enlever celui qui, s'il est là, va ou peut gagner. Moi, je dis, mettez-les tous là-dedans. Et comme nous sommes de ceux qui veulent qu'il y ait une alternative, nous sommes de ceux qui veulent que les choses changent, que ceux-là s'organisent donc pour qu'au lieu de 13, qu'il y ait une seule personne, ou à la limite que les 13 fassent une équipe. On ne peut pas laisser tout cela et puis avoir des vœux pieux. Il faut que les hommes politiques prennent leurs responsabilités. Ceux qui disent changement, qui sont en face, ils auront en face un président de la République en exercice qui est fort, qui a toute sa machine, et puis ils sont 12, ils sont 13, et ils jettent le problème sur les autres. Non, nous savons très bien qui pèse quoi dans ceux qui sont en face. Ils doivent se réunir derrière celui qui pèse le plus, si il est dans la liste des candidats admis par le Conseil constitutionnel, et faire front. Voilà la seule démarche qui, à mon avis, fait sens. Le reste, on anime... Avant le pasteur Ocon, Majesté Essombe interpelle plutôt les hommes politiques. Par contre, on a ce mouvement qui interpelle les chefs traditionnels, les autorités religieuses, et dans le document, il est demandé notamment aux chefs traditionnels de s'affranchir de la logique des faveurs. Tout à l'heure, lorsqu'il développait son argumentaire, vous vouliez réagir. Est-ce que c'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, au niveau des chefferies traditionnelles, par exemple, on veuille plutôt que l'élection présidentielle soit inclusive? Justement, moi, je voulais rappeler à Sa Majesté. Vous savez, le dire, ce n'est pas heurter quelqu'un. Le dire que les chefs traditionnels ont les subventions que l'État leur donne, ce n'est pas heurter quelqu'un, c'est une vérité. Elle est peut-être triste, mais c'est une vérité. C'est ça qui les contraint à tenir ce discours. Je pense qu'un chef traditionnel digne de ce nom, il ne devrait pas prendre cette subvention-là. Les partis politiques les ont. Ils ne devraient pas exister. Sa Majesté, vous savez, si vous dites que vous êtes un chef traditionnel, ça veut dire que vous êtes un chef impartial. On n'avait pas répondu à la question. Les partis politiques reçoivent de l'argent de l'État. Ils ne devraient pas exister? Pour qu'un parti politique reçoive l'argent de l'État, il faut qu'il ait au moins plus de 5% et qu'il ait un élu. Si vous n'avez pas d'élu, vous n'avez rien. Qu'est-ce que les chefs traditionnels font pour que l'État leur donne de l'argent? Ceux qui reçoivent ces élus... Si vous restez dans cette démarche... Vous n'avez pas répondu à ma question. Non, c'est pas vous qui posez les questions. Si vous restez dans cette démarche... On ne va pas créer le désordre. Vous validez donc que l'administration veut vous absorber. Parce que les chefs traditionnels sont devenus les auxiliaires d'administration. Ça veut dire que l'administration vous absorbe. Alors que un chef traditionnel, c'est un rassembleur. 1. 2. Un chef traditionnel ne devrait pas appartenir à un parti politique. Parce que si vous êtes dans un village
Que vous avez un enfant qui appartient à un parti politique et vous à un autre parti politique, il peut vous insulter. En ce moment-là, vous ne pouvez rien dire parce qu'il défend sa chapelle. Or, le père, c'est qui? Le chef, c'est qui? C'est le rassembleur. C'est celui qui donne le cap. C'est ça qui fait à ce que les chefs doivent respecter. Et le gouvernement a fait ça à dessein, d'aller vers les chefs, parce qu'ils savaient que les Camerounais croient en leur culture. Ils respectent leur chef. Ils croient en leur culture, respectent leur chef. Quand un chef, moi j'ai vu ici à Douala, quand le prince René Douala Mangabel, quand il parlait, tout le monde écoutait. Et vous pouvez constater, regardez, depuis 1960, il n'y a jamais eu un Belois qui a été délégué du gouvernement. Parce qu'on a toujours considéré les Belois comme des rebelles. Comme ceux-là qui ont toujours revendiqué, qui sont des gens qui ne sont pas d'accord avec certaines prises de, qui ont certaines prises de position contre l'État. Alors je voudrais dire tout simplement que les chefs traditionnels, normalement, ne devraient pas faire la politique. Ça devrait leur donner une certaine hauteur, une certaine valeur. Et la culture devrait rester. Elle devrait rester, elle devrait être digne. Vous constatez que aujourd'hui, c'est justement pourquoi vous voyez que quand Sa Majesté parle, il dit à titre personnel, je ne serai pas d'accord avec la candidature du président Biya. C'est son avis. Oui, il dit à titre personnel. Alors qu'en tout état de cause, si ces chefs-là avaient encore la culture d'antan, la force d'antan, ils devraient se réunir et dire nous ne sommes pas d'accord avec ça. C'est parce que parmi eux, les chefs, il y a certains parmi eux qui appartiennent au parti politique. Et c'est normal, personne ne peut dénier à quelqu'un d'appartenir à un parti politique. Mais sauf qu'en ce moment donné-là, vous perdez une certaine dignité en tant que chef traditionnel. C'est ce que moi je voulais dire. Maintenant, concernant... Non, on permet au pasteur Ocon de placer un mot, vous allez revenir. Pasteur Ocon, à une certaine période ici au Cameroun, il y a eu des prêtres, des autorités religieuses qui ont fait des sorties. Faire des sorties pour demander aux Camerounais de voter pour tout le monde, sauf pour le candidat du RDPC, au regard de son âge, du bilan, des problèmes que traverse le pays, et ainsi de suite. Des sorties qui ont quand même fait réagir, parce que certains disaient qu'il n'est pas de la responsabilité du clergé de demander aux Camerounais de se comporter d'une certaine manière. Est-ce que bibliquement, hein, c'est permis, c'est autorisé? Sinon, comment vous expliquez cette réserve? C'est vrai qu'il y a eu cette sortie de l'Église catholique. Les autres églises n'ont pas parlé, ne se sont pas prononcées ouvertement. L'Église presbytérienne camerounaise a fait une sortie pour demander, notamment aux pasteurs, de ne plus se prononcer sur les affaires politiques. C'est cela qui justifie justement le fait qu'aujourd'hui on remarque que depuis, par exemple, la convocation du corps électoral, aucune église n'a fait de sortie officielle. Je pense qu'il est dans les normes, dans un débat, ce n'est même pas un débat, dans une émission comme celle-ci, d'éviter les émotions et les enthousiasmes. C'est-à-dire que quand je pense quelque chose, il ne faut pas que je substitue tout le monde à ce que je pense. Nous sommes dans un débat pour une nation. Nous ne sommes pas dans un débat pour un groupuscule. Nous ne sommes pas dans un débat pour ceci ou cela. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre l'Église, les dénominations et les religions. Nous n'avons pas le temps d'étaler ce débat-là. Mais tout le monde peut dire l'Église, l'Église, l'Église. L'Église est une entité. L'Église n'est pas un mur. L'Église n'est pas une dénomination. L'Église n'est pas un nom. L'Église, c'est un corps qui est au-delà même du surnaturel. Donc quand on parle des choses, on ne peut pas ouvrir ces brèches-là. Il faut faire très attention. Une élection politique, est-ce que c'est l'émanation d'un groupe de pensée ou c'est l'assimilation des pensées individuelles? Moi, je pense que c'est individuel. Alors, on ne saurait attaquer quelqu'un, un peu comme le chef a dit, moi, selon mon opinion personnelle, voilà ce que je pense. On ne devrait pas l'attaquer si on a quand même une certaine dignité. Quand j'ai pris mes propos ici, j'ai expliqué à ceux qui nous ont écrit la position de l'Église. C'est-à-dire l'Église peut orienter le corps politique. L'Église peut être sollicitée par le corps politique. Mais l'Église n'a pas la mission de dire au politique celui que le politique doit prendre ou ne pas prendre. Ça, c'est une bévue. C'est-à-dire que nous pouvons soutenir les pensées, donner des conseils, exhorter comme nous le faisons tous les jours, mais nous ne pouvons pas prendre de position. Si nous voulons rentrer à la lettre qui nous a été donnée,
nous voyons qu'elle revendique des choses qui sont palpables, qui sont visibles, comme il a dit. On ne va pas revenir là-dessus. Mais maintenant, la méthode est laquelle? Et il a dit quelque chose que je voulais dire. C'est-à-dire que si vous allez de l'autre côté, on vous dit l'homme qui ne doit pas être là s'appelle MK. On est ensemble? De ce côté-ci, on vous dit que l'homme qui ne doit pas être là, c'est Paul Biya. Pour dire vrai, Claude, regardons-nous dans les yeux. Les deux camps doivent être éliminés. Parce qu'ils ne nous disent rien de meilleur. Ça veut dire que même si c'est ce camp-là qui revient ici, il va faire la même politique que l'autre fait. Parce qu'il procède de la même manière. On aurait pu nous dire, dans cette lettre, aux chefs traditionnels, aux membres du clergé, que essayez de conscientiser les membres dont vous avez l'approche et la capacité d'édifier, pour leur dire que le Cameroun est dans un tournant très important. Mais c'est entre autres ce qui vous est demandé. Oui, mais faire. attendez, ils ont dit ça, mais maintenant nous parlons du processus, non? C'est le processus qui est important. Tout le monde veut bien un changement. Tout le monde veut que les choses changent. Mais dans quel processus? Est-ce que les choses vont changer parce qu'on va diaboliser un homme ou alors parce qu'on va angéliser un autre? Nous pensons à l'Église que la course est donnée et les urnes doivent être la chose qui doit être primordiale et prépondérante. Nous ne pouvons pas entrer dans l'historique de l'Église. Surtout que ceux qui racontent l'histoire de l'Église ne la maîtrisent pas. Ne la maîtrise pas. Je vais dire une chose. Ne parlez pas au même moment que lui, Clément Jou. Et nous avons constaté ça de vous. C'est-à-dire, en principe, vous ne proposez rien de bon, mais vous dites juste des choses qui vont se chauffer la chaumière. Non. Le vous s'adresse à qui? Aux hommes politiques? Le vous dans lequel nous sommes ici, et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour répondre à la lettre. Et nous expliquons à ceux qui nous ont interpellés, qui veulent notre participation, voilà comment l'Église agit. Voilà comment l'Église peut faire. Mais l'Église ne va pas avoir une injonction venant du politique pour dire voilà comment l'Église doit se comporter. Surtout que cette Église dont vous parlez depuis longtemps, c'est un groupement qui a été catholique. Ce n'est pas les autres. C'est un groupement catholique. Et si nous voyons la fonctionnalité de l'Église catholique, elle n'est pas seulement une religion, mais c'est un État. C'est un État qui présente sa lettre de créance au président de la République comme les autres États. Donc nous ne connaissons même pas, je l'ai dit ici chaque fois où je viens, la mouvance interne qui a fait en sorte que ce corps se lève et dise qu'ils ne veulent plus le président Biya. Si tu te rappelles, j'avais dit, c'est comme un monsieur qui a plusieurs femmes. Il a toujours considéré une femme et à un moment donné, quand la femme le désavoue, on ne peut pas appeler la deuxième femme pour venir supporter la première. Ce sera même son occasion de dire, tu m'avais jamais considéré depuis longtemps, c'est l'occasion de te lâcher. Donc nous disons que le Cameroun est dans un tournant. Et ce tournant, qu'on le veuille ou pas, qu'on réagisse en fonction des forces traditionnelles, qui sont des forces qu'on ne peut pas négliger, qu'on réagisse en fonction des forces de culte ou de quoi que ce soit, la dernière personne qui décidera sur le sort du Cameroun, sur la décision à la magistrature, c'est Dieu. Ça, personne ne peut le changer. Merci. Et c'est pour ça que, une fraction de seconde, nous sommes mis avant même ce tournant où les étincelles sortent. Nous avons créé des commissions de prière. Nous avons créé des commissions où nous intercédons devant Dieu pour que cette transition se fasse selon la volonté de Dieu. Et quiconque nie la volonté de Dieu sera obligé de se soumettre à cette volonté qu'il le veut. Est-ce que c'est la prière qui va amener les Camerounais déjà à retirer leur carte d'électeur ou à aller voter le moment venu? Vous aurez l'occasion de réagir, Majesté Sombé. Oui, merci beaucoup. Je voudrais dire ici, me répéter, nous sommes pour une élection inclusive, nous sommes pour que tout le monde y prenne part. Si ça peut pas se faire devant les instances juridiques, qu'il y ait une décision politique. Mais je voudrais corriger deux choses, si vous me permettez, qui sont récurrentes sur les plateaux lorsqu'on parle de la chefferie. Je voudrais dire à notre compatriote, la fonction de chef est une fonction plurielle. Il y a le volet coutumier, il y a le volet administratif. Lorsque le chef traditionnel mène des rites, baptise des enfants, fait des bénédictions, il est dans le volet coutumier. Mais lorsque le chef traditionnel sert de relais à un texte du ministre ou du gouverneur qui annonce une campagne de vaccination, il a une fonction, il accompagne l'administration. Donc oui, nous sommes à la fois chef coutumier et auxiliaire. Il faut arrêter de distraire les gens avec donc, étant auxiliaire, vous ne pouvez pas vous ranger. Attendez, laissez-moi terminer. Non, je répondais à sa question. Ceux qui disent
qui veulent que la chefferie reprenne sa place, mais qui ne mettent au devant que le volet auxiliaire, jouent précisément le rôle de ceux qui veulent que la chefferie disparaisse. Ils doivent dire, le chef est coutumier, oui, mais dans le contexte actuel, il a un volet qui fait qu'il prolonge l'action de l'administration. Il n'y a rien de déshonorant dans cela. Lorsque je fais des bénédictions, lorsque j'unis des couples, ce n'est pas l'administration. Mais dites, j'avoue que lorsque le sous-préfet arrive et puis il veut inaugurer un lycée qui m'appelle, là je fais un... Qu'est-ce qu'il y a de déshonorant là-dessus? Deuxième chose que je voudrais dire, on parle du chef et de la politique. Moi je suis pour que, à terme, je choisis mes mots, à terme, le chef ne fasse pas de la politique. Mais dans le contexte actuel, où ceux qui sont dans le champ politique ont tout confisqué, il faut que les chefs investissent ce champ politique pour négocier à l'intérieur leur sortie, et ça peut se faire de manière simple. Notre association du Vouri a fait des propositions. Si vous dites que dans une commune, tous les chefs traditionnels de la commune forment un collège qui va travailler avec l'exécutif et le conseil municipal. Vous les excluez après des élections municipales. Si vous dites qu'à l'Assemblée nationale, chaque circonscription a un quota de chefs traditionnels qui l'envoie, après vous les excluez des élections législatives. Pareil pour le Sénat. Il y a un peu cela au niveau du conseil régional, sauf que quand le conseil se réunit, on met les 20 chefs de chaque région avec les 80 qui ne sont pas chefs et ça fait désordre. Donc oui, les chefs traditionnels doivent à terme sortir de la politique. Mais nous devons encadrer cela, nous devons construire cela parce que les chefs aujourd'hui sont, dans certains cas, de très fortes personnes ressources de leur communauté. Vous ne pouvez pas dire, il faut que le chef reprenne sa place et vous lui enlevez l'essentiel. Mon cher frère, à l'époque, c'est le chef qui faisait tout cela. Vous ne pouvez donc pas à la fois dire, redonnons-lui cette place, mais laissons-le uniquement présider les danses traditionnelles. Non, il faut trouver le milieu. Pour le sortir de la politique, créer des espaces qui lui sont propres, dans lesquels il participera, et ça aura un avantage. Je vais terminer par là. Mais c'est important de le dire parce que ça aura un avantage. Imaginez que dans une commune, on dise tous les chefs de la commune forment leur collège. Ils sont entre eux. Et que le maire, quand il va traiter avec son conseil municipal, après doit venir rencontrer les chefs pour qu'ils s'entendent et que les chefs sur certains quotas que les juristes peuvent mettre en place, qu'ils prennent une décision. Ça règle un problème du tribalisme. Pourquoi? Parce que les chefs étant tous des natifs, ils ne vont même plus accorder une trop grande importance à l'origine du maire. Parce que de toutes les façons, ce maire, par la loi, sera obligé de venir discuter avec eux. Il y a donc des choses comme ça. Au lieu de lancer des trucs urbi et orbi, les chefs hors de la... Non. Construisons cela, réinventons notre société, parce que notre société a comme élément essentiel la chefferie traditionnelle. Ne disons pas de bouche, oui, les chefs, nous les respectons, mais sortons-les de tout, qu'ils ne viennent que quand il faut... Non, c'est un tout. Et je termine encore en disant sur ce débat maintenant, pour revenir, nous sommes disposés à jouer notre rôle, comme nous y invitent nos compatriotes. Mais que chacun fasse sa part. J'ai dit mon ressenti par rapport à ce qui se passe. Je dis que les Camerounais, quels qu'ils soient, quel que soit leur camp aujourd'hui, trouvent la situation actuelle un peu curieuse. Qu'un monsieur comme M. Maurice Kamto ne soit pas candidat, même ceux de l'autre côté, ils trouvent ça curieux, mais encore qu'il n'y a pas que Maurice Kamto qui a été recalé. Donc, je veux être on ne peut pas faire une fixation sur un seul candidat. Non, je le cite parce que de tous les recalés, c'est lui qui crève là. Nous sommes ici pour parler un langage de franchise. Monsieur Tartan